Les manuels d'histoire vous ont parlé de guerre et de traités, mais ils ont étrangement omis les aspects les plus fascinants. Derrière des stéréotypes familiers se cachent des traditions remarquables qui révèlent une sagesse et une innovation extraordinaires. Ces 10 découvertes surprenantes transformeront complètement votre compréhension de la véritable histoire de l'Amérique. Dans un monde obsédé par l'accumulation de richesses, des tribus amérindiennes comme les Lakota, les Cris et les Pieds Noirs pratiquaient quelque chose qui ferait s'évanouir les conseillers financiers modernes. Ils donnaient tout. La cérémonie du giveaway n'était pas une simple donation, mais une pratique culturelle profonde où les gens offraient volontairement leurs possessions les plus précieuses. La logique derrière cette tradition renverse totalement notre conception moderne de la richesse. Pour ces communautés, le véritable statut ne se mesurait pas à ce que vous possédiez, mais à ce que vous étiez capable de donner. Les membres les plus respectés n'étaient pas ceux qui avaient les plus grandes maisons ou le plus de chevaux, mais ceux qui faisaient preuve de la plus grande générosité. Lors de ces cérémonies, il arrivait que des participants offrent littéralement tout ce qu'ils possédaient, couvertures, outils, chevaux, armes, rien n'était exclu. Plus l'objet était précieux, plus l'honneur accordé aux donateurs était grand. Ces cérémonies servaient de système naturel de redistribution des richesses, garantissant que les ressources circulaient dans toute la communauté au lieu de se concentrer entre les mains de quelques-uns. Cela n'était pas perçu comme un sacrifice, mais comme un honneur. Le statut social s'élevait avec chaque bien dont on se séparait, un concept qui dérouterait les influenceurs actuels, posant avec leurs voitures de luxe sur les réseaux sociaux. Cette tradition renforçait des valeurs fondamentales, telles que la responsabilité communautaire et la compréhension que les possessions étaient temporaires, alors que les relations étaient permanentes. Lorsqu'une personne traversait une épreuve, elle savait que la communauté la soutiendrait, tout comme elle-même avait soutenu d'autres auparavant. Cette pratique existe encore aujourd'hui dans de nombreuses communautés amérindiennes, bien qu'adaptées au contexte moderne. Les familles continuent d'organiser des cérémonies de dons lors d'événements marquants comme les diplômes, les mariages ou les commémorations, distribuant des cadeaux pour honorer des réussites ou se souvenir des disparus. Alors que la plupart d'entre nous avons du mal à nous séparer de vêtements trop petits pendant le ménage de printemps, ces communautés avaient bâti une structure sociale entière autour du principe du don. Le solde de votre compte en banque ne signifiait rien si vous n'étiez pas prêt à le partager. La cérémonie du don révèle à quel point ces communautés valorisaient l'expression émotionnelle et la connexion par-dessus la richesse matérielle. Cette ouverture émotionnelle ne se limitait pas aux gestes de générosité. Elle s'étendait aussi à la manière de vivre les émotions les plus douloureuses. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, nous avons souvent du mal à trouver les mots justes. Nous bafouillons des condoléances, tapotons maladroitement une épaule et murmurons « Je suis désolé pour ta perte », avant de changer rapidement de sujet. La mort nous met mal à l'aise. Mais pour les Amérindiens, le deuil n'était pas quelque chose à cacher, mais à exprimer haut et fort, avec beauté. Leur chant de pleurs transformait le deuil en une forme d'art puissant qui honorait à la fois les défunts et la douleur des vivants. Ce n'étaient pas de simples airs fredonnés, mais des expressions vocales élaborées, aux mélodies envoûtantes capables de percer les barrières émotionnelles les plus dures. Les membres d'une famille se réunissaient pour chanter ensemble, créant une expérience partagée du chagrin au lieu d'une souffrance isolée. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont ces chants étaient préservés et transmis. Chaque famille possédait souvent ses propres chants de pleurs, transmis de génération en génération comme des trésors inestimables. Quand un drame survenait, même les jeunes enfants savaient exactement quels airs reprendre, ceux que leurs grands-parents et arrière-grands-parents avaient chantés lors de pertes passées. Les paroles étaient brutes et honnêtes, alors que notre culture moderne nous apprend à dire « il est dans un meilleur endroit » ou « au moins il ne souffre plus », les chants de pleurs parlaient directement de la douleur. La place vide autour du feu, les projets inachevés, les mots jamais prononcés. Rien n'était édulcoré. Un ancien Lakota a décrit ces chants comme « transformer la douleur en beauté » sans jamais diminuer la douleur. C'est un niveau de sophistication émotionnelle que beaucoup de thérapeutes modernes s'efforcent encore d'atteindre avec leurs patients. Des études ont montré que les sociétés dotées de rituels de deuil formalisés obtiennent souvent de meilleurs résultats émotionnels à long terme après des pertes importantes.
En donnant une structure et une voix au chagrin, ces communautés reconnaissaient une vérité que beaucoup d'entre nous oublient. Surmonter la douleur exige de l'expression, pas de la répression. J'ai assisté une fois à une cérémonie commémorative où une descendante apache a chanté un chant de pleurs. La salle est tombée dans un silence absolu. Personne ne bougeait, aucun téléphone ne vibrait. L'émotion brute de sa voix communiquait plus que n'importe quel éloge funèbre. Ce n'était pas seulement triste, c'était transcendant. Et si l'on exprimait les émotions par le chant, les tribus des Grandes Plaines savaient aussi les exprimer physiquement. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblaient les sports avant les contrats à plusieurs millions et les ralentis télévisés? Les Cherokees et les Chactas avaient la réponse, le stickball, un jeu si intense qu'il faisait passer le football moderne pour une partie de chat perché. Le stickball n'était pas un simple divertissement, mais une véritable institution culturelle. Les tribus l'utilisaient pour régler des conflits entre communautés, entraîner des guerriers et divertir des foules qui pouvaient compter par milliers. Les parties pouvaient durer du lever au coucher du soleil et parfois même plusieurs jours, jusqu'à ce qu'une équipe l'emporte enfin. L'équipement semblait simple. Des bâtons en bois munis d'un petit filet ou d'une boucle à l'extrémité et une petite balle en peau de cerf bourrée de poils ou de mousse. Mais ne vous laissez pas tromper par la simplicité. Le jeu, lui, ne l'était pas. Les joueurs n'avaient pas le droit de toucher la balle avec les mains. Ils devaient utiliser leur bâton pour l'attraper, la porter et la lancer vers des buts qui pouvaient être des poteaux ou des rochers situés à des centaines de mètres. Le terrain n'était pas tracé avec des lignes bien nettes. Il pouvait s'étendre sur toute une vallée avec les éléments naturels comme repères. Quant aux règles, il y en avait peu. Les plaquages, les charges corporelles et les coups de bâton étaient parfaitement autorisés. En fait, l'une des seules règles constantes était qu'on n'avait pas le droit de se plaindre des blessures. Se blesser et continuer à jouer était considéré comme un signe d'honneur. Les jeunes hommes prouvaient leur courage et leur préparation au combat à travers ces jeux. Certaines rencontres avaient des enjeux sérieux. Les faits historiques mentionnent des parties où la tribu perdante devait céder un territoire ou des ressources. D'autres déterminaient les droits de chasse pour la saison à venir. Ce n'était pas seulement du sport, c'était une forme de diplomatie par la compétition athlétique. Les femmes avaient aussi leur propre version du stickball. Bien que ces matchs aient été moins documentés par les observateurs européens, ils étaient apparemment tout aussi compétitifs, les joueuses démontrant une habileté et une résistance remarquables. La tradition perdure aujourd'hui. Des tournois modernes sont organisés tout au long de l'année dans des États comme le Mississippi, l'Oklahoma et la Caroline du Nord, avec toutefois un peu plus de précautions de sécurité que celles pratiquées par leurs ancêtres. J'ai assisté une fois à un match en Oklahoma. Même avec des règles adaptées, l'intensité était palpable. Alors que le stickball canalisait l'énergie physique dans une compétition structurée, d'autres traditions se concentraient sur la puissance spirituelle. La danse des esprits n'était pas une tradition culturelle parmi d'autres. Elle devint l'étincelle qui déclencha l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire américaine. Le mouvement commença avec un chef spirituel Paiute nommé Wovoka, qui lors d'une éclipse solaire en 1889 eut une vision puissante. Dans cette vision, il voyait un avenir où les terres amérindiennes seraient restaurées, où les colons blancs disparaîtraient et où les ancêtres défunts reviendraient sur Terre. La clé pour provoquer ce renouveau? Une danse spécifique, exécutée avec des mouvements et des chants précis. La nouvelle se répandit rapidement parmi les nations amérindiennes, du Nevada jusqu'au Dakota. Des communautés désespérées adoptèrent ce message d'espoir. En 1890, des milliers d'Amérindiens participaient aux cérémonies de la danse des esprits, vêtus de chemises spéciales censées les protéger des balles, un détail qui alarma particulièrement les autorités. Pour des tribus comme les Lakota, qui avaient enduré des décennies de traités brisés, de famines et de destruction culturelle, la danse des esprits représentait bien plus qu'une pratique spirituelle. C'était une forme de survie psychologique. Leur population avait chuté de 25 000 à moins de 3 000 en seulement 40 ans. Leurs terres avaient été réduites de millions d'acres. Les troupeaux de bisons, essentiels à leur mode de vie, avaient été délibérément exterminés. La réponse du gouvernement américain fut rapide et sévère. Les autorités interdirent purement et simplement la cérémonie, la considérant comme un prélude à la rébellion plutôt qu'un mouvement spirituel né du désespoir.
lorsque Sitting Bull fut tué lors d'une tentative d'arrestation liée à son soutien à la danse des esprits, les tensions s'aggravèrent. Le 29 décembre 1890, le 7e régiment de cavalerie encercla un campement Lakota à Wounded Knee Creek. Ce qui suivit fut un massacre. Plus de 250 hommes, femmes et enfants furent tués, tout cela parce que des responsables craignaient une danse. L'interdiction des pratiques religieuses amérindiennes resta en vigueur jusqu'à l'American Indian Religious Freedom Act de 1978. Cela signifie que pendant près de 90 ans, le gouvernement interdit légalement aux peuples autochtones de pratiquer leurs traditions spirituelles. Imaginez, une danse était considérée comme tellement dangereuse qu'elle resta illégale jusqu'à la fin des années 1970. Des éléments de la danse des esprits survécurent dans la clandestinité, préservés par les anciens qui transmirent chants et mouvements en secret. Même aujourd'hui, des versions adaptées subsistent dans certaines communautés, bien que de nombreux détails restent privés, par respect pour leur caractère sacré. Alors que la danse des esprits représentait une réponse spirituelle à grande échelle face à la crise, de nombreuses traditions amérindiennes concernaient la gouvernance quotidienne de la vie communautaire. Laisse-moi finir. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase lors de débats animés, qu'il s'agisse de disputes familiales ou d'affrontements politiques? Les interruptions empoisonnent nos conversations. Des siècles avant que n'existent des protocoles officiels de réunion, les tribus amérindiennes avaient déjà trouvé une solution élégante, le bâton de parole. Le concept était d'une simplicité brillante. Dans les conseils tribaux des Iroquois, des Lakota et de nombreuses autres nations, un bâton ou un sceptre décoré servait d'unique autorisation pour parler. Seule la personne qui le tenait pouvait s'adresser au groupe. Tous les autres, peu importe leur statut, leur richesse ou leur pouvoir, devaient écouter en silence jusqu'à ce que le bâton leur soit transmis. Ce n'était pas une coutume folklorique, mais une pratique qui transformait profondément la manière de prendre des décisions. Sans interruption possible, les orateurs pouvaient développer pleinement leurs idées. Les propos n'étaient pas jugés en fonction de celui qui criait le plus fort ou parlait le plus vite, mais selon leur véritable valeur. Le bâton de parole créait un espace de dialogue constructif plutôt que de confrontation verbale. Ces bâtons étaient eux-mêmes de véritables œuvres d'art. Beaucoup étaient sculptés de symboles représentant des valeurs tribales comme la sagesse, le respect et le courage. Certains arboraient des plumes d'aigle, symbolisant la hauteur de vue nécessaire aux bonnes décisions, ou de la fourrure d'animaux variés, représentant des forces comme la patience ou le courage. Chaque bâton de parole reflétait les valeurs culturelles et artistiques propres à sa tribu. La pratique encourageait aussi une écoute plus attentive. Sans la possibilité de répondre immédiatement, les membres du conseil devaient réellement absorber ce qui était dit. Ils ne pouvaient pas simplement attendre leur tour pour parler en préparant déjà leurs répliques. Un travers si fréquent dans nos conversations modernes qu'il en est presque devenu un art. L'an dernier, j'ai observé une réunion communautaire qui adoptait ce format. La différence était frappante. Les personnes qui dominaient habituellement les discussions se montrèrent plus réfléchies, tandis que des voix plus discrètes émergèrent. Des solutions surgirent de sources inattendues. Le pouvoir du bâton de parole pour transformer les dynamiques de groupe reste aussi fort aujourd'hui qu'il l'était il y a des siècles. Le plus impressionnant peut-être est que cet outil garantissait que même les opinions impopulaires soient entendues. Du doyen le plus respecté au plus jeune membre du conseil, chacun avait la même opportunité de s'exprimer sans interruption. Dans des sociétés qui valorisaient le consensus, cette approche signifiait que les décisions prises bénéficiaient d'un large soutien, puisque chacun sentait que sa voix avait été considérée. Le bâton de parole a même fait des apparitions dans des négociations gouvernementales modernes, par exemple lors de blocages budgétaires. Dans un cas, il réussit à réduire significativement les interruptions, jusqu'à ce que quelqu'un oublie apparemment la règle « on ne le lance pas » et ébrèche un ornement en verre. Vous savez que le protocole de vos réunions a des problèmes quand des adultes ont besoin d'un rappel « ne lancez pas le bâton », tandis que les conseils tribaux utilisent le bâton de parole pour mener des discussions sérieuses. À l'intérieur, de nombreuses nations amérindiennes ont également développé des activités uniques pour les rudes mois d'hiver. Le Snow Snake, serpent de neige, a commencé comme une compétence pratique de chasse. Les guerriers devaient faire glisser des lances avec précision sur la glace,
pour abattre du gibier ou défendre leur territoire. Avec le temps, cette technique de survie est devenue un sport compétitif testant force, habileté et savoir-faire. Les serpents eux-mêmes n'étaient pas de simples jouets. Fabriqués en bois dur comme le hickory ou l'érable, ces javelots polis mesuraient de 1 à 2 mètres et demi. Chaque concurrent confectionnait soigneusement son propre serpent, le ponçait jusqu'à une surface lisse comme du verre et le traitait avec des cires et huiles secrètes pour réduire la friction. Les meilleurs snow snakes devenaient des trésors familiaux, transmis de génération en génération. Le principe du jeu était simple, lancer son serpent le plus loin possible sur une piste de neige préparée. Mais l'exécution demandait une technique incroyable. Les joueurs utilisaient un mouvement fouetté, tenant le serpent à un point précis avant de le libérer d'un coup de poignet. Les compétiteurs les plus habiles pouvaient faire glisser leur serpent sur plus d'1 mile, dépassant de loin les performances modernes du javelot olympique. Les pistes étaient des projets communautaires. Les hommes du village tassaient un long sillon peu profond dans la neige, puis y versaient de l'eau pour créer un toboggan glacé. Certaines pistes comportaient des sauts et des creux pour augmenter la difficulté, tandis que d'autres s'étendaient sur 1 mile ou plus. Les meilleurs lancers allaient si loin que des villages postaient des observateurs le long du parcours pour marquer les positions d'atterrissage. Les compétitions attiraient souvent des centaines de spectateurs, et les paris étaient courants, avec parfois des villages entiers misant des ressources importantes sur leurs champions. Le jeu exigeait un mélange unique de puissance et de finesse, trop fort, et le serpent rebondissait hors de la piste. Pas assez, et il n'avait pas l'élan nécessaire pour parcourir la distance. Les meilleurs lanceurs de Snow Snake étaient des athlètes respectés dans leur communauté, leur réputation s'étendant à travers les territoires tribaux. Bien que moins fréquentes aujourd'hui, des compétitions de Snow Snake se tiennent encore dans certaines communautés du nord des États-Unis et du Canada, sur des pistes construites selon les spécifications traditionnelles et avec des techniques pratiquement inchangées depuis des siècles. Ayant assisté à l'une de ces compétitions dans l'Upstate New York, je peux confirmer que c'est aussi passionnant à regarder que n'importe quel sport populaire, bien que beaucoup plus froid pour les spectateurs. Alors que le Snow Snake testait l'habileté physique pendant les mois d'hiver, d'autres traditions tribales se concentraient sur des aspects plus profonds de l'identité. Le moment de la naissance d'un bébé est aujourd'hui marqué par la question « Quel est le nom ?» Les parents passent des mois à consulter des livres de prénoms, traditions familiales et tendances de célébrité. Mais dans de nombreuses cultures amérindiennes, le vrai nom d'un enfant n'était pas choisi par les parents avant la naissance. Il devait être découvert avec le temps. À la naissance, dans des tribus comme les Navajos, Apaches ou Lakotas, les enfants recevaient souvent des noms temporaires ou étaient simplement appelés bébé, petit ou par d'autres termes affectueux. Le processus réel de nomination était bien plus complexe et portait une signification culturelle profonde. Le vrai nom d'un enfant pouvait provenir de nombreuses sources. Un trait notable, un événement important coïncidant avec sa naissance, une rencontre avec un animal ou une vision reçue par un ancien. Les noms n'étaient pas choisis dans une liste, ils émergeaient de la vie elle-même. Dans certaines tribus, les enfants recevaient leur nom permanent vers 12 ou 13 ans, marquant leur passage vers l'âge adulte. La communauté se rassemblait pour une cérémonie formelle où les anciens attribuaient un nom reflétant le caractère émergent du jeune. Cours avec le tonnerre n'était pas une expression poétique aléatoire. Elle pouvait décrire un enfant connu pour sa rapidité pendant les orages, capturant quelque chose d'essentiel sur sa personnalité. Les noms n'étaient pas statiques. Une personne pouvait recevoir d'autres noms tout au long de sa vie après des actes significatifs ou des expériences transformantes. Un jeune guerrier pouvait commencer sous le nom de Lapin Rapide pour sa vitesse juvénile, puis devenir Bouclier de montagne après avoir protégé son village lors d'une bataille cruciale. Cette pratique créait un sentiment d'identité extrêmement individualisé. Personne n'avait exactement la même combinaison de traits et d'expérience, donc personne ne portait exactement le même nom. La responsabilité de nommer revenait souvent à des anciens respectés, des guérisseurs ou des membres de la famille ayant un lien spécial avec les traditions spirituelles. Ces nommeurs étaient censés avoir la sagesse de percevoir la véritable nature et le futur d'une personne. Dans certaines tribus, des membres spécifiques de la famille, comme un oncle maternel, détenaient le droit de nommer les enfants.
J'ai assisté à une cérémonie moderne où une adolescente reçut son nom adulte après avoir accompli une formation culturelle importante. La fierté sur son visage lorsque l'ancien annonça son nouveau nom à la communauté était inoubliable. Contrairement au nom sur sa carte d'identité scolaire, ce nom représentait ce qu'elle devenait, choisi spécifiquement pour ses qualités uniques. Cette tradition de nom mérité reflète la compréhension que l'identité ne se fixe pas à la naissance, mais se développe avec l'expérience et les réalisations. Alors que les parents modernes s'interrogent sur l'impact de prénommer leur enfant Apple ou North, ces cultures traditionnelles créaient un système où l'identité évoluait avec la croissance personnelle. Le concept de mériter plutôt que de simplement recevoir son identité s'étendait à d'autres aspects de la culture tribale. La plupart des traditions militaires à travers l'histoire ont un objectif fondamental: vaincre l'ennemi en le tuant. Mais les tribus des plaines d'Amérique du Nord développèrent une approche radicalement différente de la guerre, où le plus grand honneur ne venait pas de prendre une vie, mais de démontrer son courage par un acte dangereux de retenue, la pratique du counting coup. Plutôt que de viser à tuer un combattant ennemi, les guerriers de tribus comme les Lakota, Cheyennes et Crows montaient directement au danger dans le but de toucher, oui, simplement toucher, un adversaire armé avec un bâton spécial, puis de s'échapper indemne. Réfléchissez, l'acte le plus prestigieux sur un champ de bataille n'était pas de tirer une flèche ou de brandir une arme, mais de s'approcher suffisamment pour toucher quelqu'un et montrer que l'on aurait pu le tuer, mais qu'on choisissait de ne pas le faire. Le bâton de coup était généralement une tige fine d'environ 60 cm, souvent décorée de plumes d'aigle symbolisant les coups précédents réussis. Certains guerriers transportaient de petits bâtons de cavalerie servant au même objectif. Toucher un ennemi avec cet instrument tout en étant activement combattu nécessitait une maîtrise équestre exceptionnelle, un timing parfait et des nerfs d'acier. Le système d'honneur autour du counting coup était élaboré et précis. Différents actes valaient différents niveaux de prestige. Toucher un ennemi armé était considéré comme l'acte le plus courageux, voler l'arme ou le cheval d'un ennemi venait ensuite, et prendre un bouclier ou capturer un cheval attaché près d'un camp ennemi gagnait également un grand respect. Les guerriers tenaient un compte précis de leurs coups, chaque acte réussi renforçant leur réputation. Lors des rassemblements tribaux, ils racontaient ces exploits en détail, montrant souvent des preuves matérielles comme des bâtons de coups marqués de notches ou de motifs spéciaux. Exagérer ou falsifier ces coups était considéré comme profondément honteux et pouvait ruiner la réputation d'un guerrier dans sa communauté. Ce système créait des scénarios de bataille qui semblaient étranges selon les standards militaires européens. Les récits historiques décrivent des guerriers qui laissaient passer des kills faciles pour tenter l'acte plus honorable du toucher, parfois en se mettant en danger pour atteindre cette distinction. Ce qui rend cette tradition encore plus remarquable, c'est qu'elle limitait potentiellement les pertes dans les conflits intertribaux en privilégiant les démonstrations de bravoure plutôt que le nombre de morts. Ces sociétés ont développé une forme de guerre ritualisée qui satisfaisait les besoins culturels de démonstration de courage et de gain de statut, sans nécessairement provoquer de lourdes pertes. De nombreux récits historiques d'observateurs européens notent leur confusion face à cette pratique. Un officier militaire écrivit dans son journal « Ces Indiens semblent plus intéressés à toucher leurs ennemis qu'à les tuer, ce qui n'a aucun sens pour moi. » Ils ne comprenaient pas que, dans la culture des plaines, un guerrier capable de toucher un ennemi puis de s'en échapper démontrait bien plus d'habileté que celui qui tirait simplement à distance. Ainsi, les tribus des plaines ont développé la guerre en un système de points élaboré basé sur le courage plutôt que sur le fait de tuer. D'autres traditions amérindiennes se concentraient sur d'autres aspects, bien avant que les spas de luxe n'offrent des soins aux pierres chaudes à $200. Des tribus comme les Lakotas, Apaches et Anishinabeg avaient perfectionné l'art de la sudation thérapeutique. Le Sweat Lodge, hutte de sudation, n'était pas simplement un endroit pour nettoyer vos pores, c'était un espace sacré où purification physique, mentale et spirituelle convergeaient. En gros, c'était le véritable lavage corporel 3 en 1 pour toute votre existence. La structure elle-même était trompeusement simple, un petit dôme généralement constitué de branches de saule courbées, entièrement recouvertes de peaux d'animaux, de couvertures ou de bâches pour créer un intérieur étanche et plongé dans l'obscurité totale. Mais ce qui se passait à l'intérieur était tout sauf une journée spa ordinaire. La cérémonie commençait par le chauffage des pierres,
pas n'importe quelle pierre, mais des variétés spécifiques capables de résister à une chaleur extrême sans se fissurer ni exploser. Ces pierres grand-père étaient placées dans un feu central jusqu'à ce qu'elles deviennent rougeoyantes, puis soigneusement transférées dans un puits au centre de la hutte. Pas de thermostat ici, juste des pierres pouvant littéralement brûler la peau si elles étaient mal manipulées. Lorsque les participants entraient et que l'entrée était scellée, de l'eau contenant des herbes sacrées comme la sauge, la douce herbe ou le cèdre était versée sur les pierres, créant instantanément une vapeur purifiante intense. La température montait rapidement à des niveaux qui feraient reconsidérer leur vie aux amateurs de sauna modernes, souvent au-delà de 50 degrés Celsius. Contrairement aux expériences de spa modernes centrées sur la relaxation, la hutte de sudation exigeait de l'endurance. Les sessions durèrent généralement 4 rondes, chacune devenant progressivement plus intense. Alors qu'aujourd'hui nous nous plaignons de 5 minutes dans une voiture chaude, les participants supportaient volontiers des heures de chaleur extrême, en chantant, en priant et parfois en affrontant leurs problématiques les plus profondes. L'obscurité était essentielle à l'expérience. Elle représentait le ventre de Mère Terre et obligeait les participants à se tourner vers l'intérieur plutôt qu'à se concentrer sur des distractions extérieures. Beaucoup rapportaient des visions ou des insights profonds pendant ces cérémonies, prouvant que parfois, la meilleure clarté vient quand on ne peut littéralement rien voir d'autre. Aujourd'hui, les cérémonies authentiques de Sweat Lodge continuent dans de nombreuses communautés, bien qu'elles soient confrontées à des défis liés à l'appropriation culturelle et aux incompréhensions. Soyons clairs, s'enrouler dans du papier aluminium dans son jardin après avoir suivi un tutoriel YouTube n'est pas vraiment la même chose. Alors que la cérémonie de la hutte de sudation aidait à communiquer avec le monde spirituel via une expérience physique intense, d'autres groupes amérindiens développaient des méthodes pour communiquer sur de grandes distances dans le monde matériel. Bien avant les SMS ou les talkies-walkies, plusieurs tribus amérindiennes avaient développé des langues sophistiquées à siffler permettant une communication complexe sur de vastes distances. Les tribus Kapu et d'autres du sud-ouest américain n'utilisaient pas seulement de simples signaux comme des randonneurs modernes pour indiquer un danger. Ils créaient des systèmes linguistiques complets capables de transmettre des informations spécifiques, des avertissements, des histoires et même des blagues à travers des sifflements modulés avec soin. Ces langues à sifflets suivaient les schémas tonals de la langue parlée. En imitant la hauteur, le rythme et l'accentuation de la parole normale, les siffleurs pouvaient encoder des messages que d'autres, formés au système, pouvaient décoder. L'oreille humaine peut détecter des sifflements à des distances beaucoup plus grandes que la voix, rendant cette méthode efficace à travers vallées ou forêts denses où la visibilité était limitée. Pour les chasseurs, la langue à sifflets était précieuse. La communication verbale aurait effrayé le gibier, mais les sifflements pouvaient être pris pour des chants d'oiseaux, tout en permettant aux chasseurs de coordonner leur stratégie. Les guerriers utilisaient le même avantage au combat, coordonnant leurs mouvements sans révéler leur position. La complexité de ces systèmes était remarquable. On pouvait transmettre non seulement des concepts de base, mais des détails spécifiques sur le temps, les nombres, les distances et les identités. Les siffleurs expérimentés pouvaient même inclure des contenus émotionnels, l'urgence, l'humour ou la solennité via des variations dans leur style de sifflement. La transmission de cette compétence nécessitait des années de pratique. Les jeunes apprenaient progressivement, commençant par des signaux basiques et maîtrisant finalement les subtilités qui distinguaient des mots au son proche. Lorsque les Européens interdirent de nombreuses pratiques culturelles amérindiennes, les langues à sifflets devinrent des outils de résistance. Les communautés pouvaient partager des nouvelles sur les mouvements gouvernementaux ou coordonner des rassemblements sans éveiller de soupçons, car les sifflements ressemblaient à des chants de travail ou des chants d'oiseaux aux oreilles non averties. Les traditions amérindiennes révèlent des cultures ayant développé des solutions ingénieuses aux défis de la vie. Ces 10 traditions ne font qu'effleurer la richesse du patrimoine culturel qui existait à travers l'Amérique du Nord, bien avant le contact européen.